Alexandre Mars. Alors lui, quand je lis son bouquin, j'ai l'impression de m'entendre parler. Moi, quand j'étais petite, je voulais pas être boulangère ou maîtresse. J'avais envie de sauver le monde. Bah ouais, rien que ça, comme lui. Et maintenant, je vais aller à la rencontre de personnes qui peuvent m'aider dans cette voie. Des gens dont le travail a un sens, en fait, quoi. Dans un monde en train d'imploser, il faut prendre des mesures, tous ensemble. Alors lui, il dit, j'avais une seule conviction, je vais le faire. Mais faire quoi? Je vais aller lui demander. Alexandre Mars est un sérieux entrepreneur et un philanthrope engagé. À 21 ans déjà, il crée l'une des toutes premières agences web en Europe. Puis il monte de nombreuses entreprises sur le capital risque, l'Internet, le marketing mobile, le social media et la publicité. Ces deux dernières startups seront vendues au groupe Publicis et BlackBerry. C'est alors qu'il décide de devenir un leader de l'engagement social en fondant Epic en 2014. Via Epic, il apporte des solutions aux entreprises et aux particuliers pour que le don devienne la norme. Bonjour Alexandre. Bonjour Christelle. Alors je suis venue vous voir aujourd'hui parce que j'ai compris que le partage c'était très important pour vous. Ça part de Bouddha, le partage? Ça part de toutes les religions en fait. Ouais. Si on regarde le partage, c'est la solidarité. C'est le fait que normalement, on doit toujours aider celui qui a moins que nous. C'est un principe historique. Alors que ce soit une religion ou une autre, et c'est vrai que ça a été oublié. Et c'est Bouddha qui disait si tu savais ce que je sais sur le don, tu partagerais tous les jours. Bien sûr. Mais souvent les gens te disent, Ouais. tu as de la chance de pouvoir aider quelqu'un. Considère-toi comme chanceux. C'est certainement pas être malchanceux quand quelqu'un vient te demander quelque chose. Ne fais pas une déviation dans la rue pour pas lui parler. C'est une chance. Oui, parce que l'idée de se détacher des biens matériels, c'était déjà compris, par exemple, chez les Égyptiens, avec le principe du mat, Ouais. qui est... Le principe du mat, c'est vraiment la capacité de pouvoir justement être dans, redonner ce partage, la capacité de passer à un autre stade si tu pouvais être considéré comme quelqu'un qui allait aider. Et c'est une aide, c'est la communauté, c'est un don. Aujourd'hui, ça peut prendre tout un tas d'aspects. Depuis, tu parles des Égyptiens, c'est pas hier, c'était des millénaires où ça existe, c'est là. La difficulté, Christelle, c'est que ça a été oublié. Ouais. Totalement. Il faut que les gens y trouvent un intérêt, quoi. Alors les Égyptiens, ils se disaient, ça va me permettre d'accéder à l'immortalité. On peut dire ça aux entreprises pour qu'elles se mettent à partager? En fait, c'est assez juste. Quand tu fais quelque chose, souvent, tu as deux typologies de personnes. Soit ceux qui sont vraiment engagés, activistes, qui voient ça comme quelque chose de totalement normal. Et puis, tu as ceux qui sont en train de le comprendre, soit parce qu'ils voient un intérêt. Et soyons clairs, le monde est un monde qui a été fortement construit par Darwin. Le principe de Darwin, ouais, c'est ceux qui survivent. La loi du plus fort. C'est de la loi du plus fort ou c'est la loi de celui qui arrive à s'adapter. Donc globalement, aujourd'hui, soit tu le fais parce que tu te dis j'aurais peut-être une vie meilleure, potentiellement, et ça arrive dans quelques religions, mais si tu regardes ça de manière très concrète, c'est en tout cas les entreprises, elles se rendent compte qu'aujourd'hui, si elles ne le font pas, elles se retrouvent en face de grosses difficultés. Pourquoi? Parce que toi, moi et tout un tas d'autres, en tant que consommateurs, on se pose de plus en plus les bonnes questions, mais pourquoi acheter ce produit, ou ce produit, ou ce produit? En tant qu'employé, on va se poser la question, si on a le choix entre plusieurs entreprises pour lesquelles travailler, mais pourquoi travailler pour vous? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi le sens? Et c'est ce que nous voyons de plus en plus, cette recherche de sens, qui était totalement oubliée par certaines générations avant, dont la mienne. On était très auto-centré, ce qu'on devait avoir pour nous, la voiture de fonction, le beau titre sur la carte de visite, et puis c'est en train d'évoluer. Et ça évolue à tel point que les entreprises, si elles ne comprennent pas ça, et les entrepreneurs, les patrons d'entreprise, ils vont avoir de plus en plus de difficultés. C'était le problème avec Nike, par exemple. Leurs ballons, leurs chaussures. Étaient faits par des enfants. Exactement, au Bangladesh, en tout cas dans des pays qui ont été marqués. Et donc quand le consommateur a vu ça, et pourtant c'est il y a longtemps. Et déjà le consommateur se dit, mais comment je peux acheter ces chaussures, ou ce ballon, ou ce t-shirt, tout en sachant que ça a été construit ou fait par des... Et ils ont changé, ils ont boycotté, ils ont évolué. Mais ça, c'était un exemple. Il y a des pays comme l'Inde, par exemple, qui sont mis quand même à avoir une responsabilité sociale des entreprises. Obligatoire. Voilà. Donc c'est 2%, les entreprises doivent reverser 2% à des entreprises caritatives, c'est ça? Et en fait, dans certains pays, et c'est le seul pays qui l'a fait aujourd'hui, parce qu'ils ont
300 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc l'État a décidé une chose suivante, si tu fais plus de temps de revenus, tu dois donner 2% de ton profit. Mais ce qu'ils ont fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé que ce soit toi en tant qu'entrepreneur ou patron d'entreprise de décider où tu vas diriger l'argent. Donc tu ne donnes pas à l'État qui va en faire quelque chose, c'est toi qui vas décider quand même où le diriger. Donc c'est une obligation, mais qui est intelligente parce qu'elle te laisse le choix. Oui, parce qu'il faut rappeler les chiffres, il y a quand même 1 milliard de personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour, c'est ça? C'est ça. 2,8 milliards En dessous de $2. Ce qui est énorme. Ce qui est catastrophique. 1% de privilégiés dans le monde. Voilà. Et les chiffres, oui, c'est catastrophique. l'Oxfam l'avait sorti il y a quelques temps de ça, qui avait dit, voilà, vous avez 80% du patrimoine mondial qui est détenu par, c'était 28 personnes. Et donc, ce que nous disons ici, c'est on ne va pas uniquement faire le procès des gens qui gagnent beaucoup. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut avoir une meilleure répartition. Ouais. On a vécu pendant très longtemps dans un monde où on avait pour avoir. On possédait et c'était jamais assez. C'était ce domaine de l'oncle Picsou, comme ça qu'on l'appelle. L'oncle Picsou, dont le rêve de certaines personnes était vraiment d'avoir cette piscine de pièces d'or où laquelle tu vas pouvoir te baigner pendant une journée. Alors comment on peut faire bouger les oncles Picsou justement? C'est un travail de chacun. Nous, ce qu'on voit, c'est que cette révolution du partage, on l'appelle la révolution de chacun. Chacun à son niveau, dans son entreprise, auprès de son restaurateur préféré, quand on monte son entreprise, on peut faire quelque chose. On peut mettre ce partage, cette solidarité au centre de son système. Ça va être arrondir sa feuille de salaire, ça va être arrondir sa note au restaurant, ça va être partager une partie de ses actions quand tu crées ton entreprise en espérant qu'un jour ça vaudra beaucoup. Ça va être créer des rangs solidaires dans les stades où quand tu iras voir ton match préféré de hockey, tu vas pouvoir avoir un rang solidaire. Et ce rang solidaire, tu sauras qu'il y aura une partie du montant du ticket qui partira à une cause sociale. C'est tout un tas de niveaux. Il y a plein de petites choses. Partout. Bah vous, en fait, c'est à partir de 2011, vous aviez déjà deux startups qui marchaient bien. Et c'est là que vous vous êtes recentré, vous êtes dit, je m'étais fait la promesse d'aider. Je me fais cette promesse d'aider les autres. Oui, en fait, le principe, c'est, en tout cas le mien, ça a été de pouvoir rapidement, et c'est ce que j'imaginais quand j'étais plus jeune, que j'arrive à arriver très rapidement à avoir les moyens de mes ambitions. Donc l'objectif, et en fait ça m'a pris plus de temps que prévu. Donc il faut être honnête, ça m'a pris plus de temps que prévu. Ce qu'on imagine quand on a 17 ans, ce qui est bien, c'est qu'on est un peu naïf, et moi je l'étais, mais la beauté de la naïveté, c'est qu'on imagine que tout est plus facile que ce qu'il est vraiment. Et donc ça m'a pris plus de temps d'arriver là où j'ai pu être il y a quelques années de ça, où je me suis dit, c'est ce que je voulais faire qui est intrinsèquement en moi depuis longtemps, c'est-à-dire passer ma vie à m'occuper de celles des autres qui sont ceux qui sont défavorisés. Et ça, c'est il y a quelques années de ça, où je me suis dit maintenant c'est le moment d'y aller, de le faire, et c'est le début d'Epic. Et là, en fait, vous avez d'abord commencé à vous recentrer sur vous-même et à vous dire quel est mon talent, quelle est ma différence. Et c'était Oui, c'est ça, c'est dans ces années-là. Je pars aux États-Unis en 2010, et dans ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je regardais évidemment tout un tas de choses, et j'ai commencé à faire une étude de marché. Donc je me suis dit, de toute façon, ma vie va être pour m'occuper des autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous l'avez fait vraiment sur le terrain, parce qu'après vous avez fait un tour du monde avec votre famille. Exactement. Parce qu'en fait, tu pouvais très bien savoir ce qui se passait en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, mais il fallait aussi se confronter à la réalité en Inde, en Afrique, en Asie. Et de nous, ce qu'on a fait, on a sorti les enfants du système scolaire, et puis on a traversé le monde pour dire, mais comment ça se passe chez toi? Et chez toi, et chez toi. Et en disant ça, à la fin, on s'est rendu compte que c'était à peu près partout pareil. Beaucoup de gens voulaient faire, mais une grande partie des gens qu'on rencontrait nous disaient, mais tu sais quoi, j'ai pas confiance. Je sais pas comment faire parce qu'il y a eu des scandales caritatifs, parce que j'ai pas le temps ou parce que je sais pas. J'ai pas la connaissance. Ouais, voilà. Donc tu sais quoi, je vais donner à l'école de mes enfants, je vais donner à mon église, ma synagogue, ma mosquée. Et puis quand on commence à vieillir, on va toujours donner à l'hôpital, parce qu'on se dit qu'il y aura peut-être une manière de trouver. De récupérer. Exactement, ce qui est normal. Du coup, vous réorientez avec Epic les dons des entreprises vers des organisations caritatives qui sont triées sur le volet. Exactement. En fait, le premier point que tu indiquais, c'était le manque de confiance. Donc ce manque de confiance, on s'est dit comment le changer. On s'est dit, on va sélectionner d'une manière extrêmement structurée un nombre très limité d'organisations caritatives. Voilà ce que nous faisons chaque année. On traverse le monde
pour trouver un nombre très limité d'organisations Une qui vingtaine. vont être, pour l'instant on en a 29 en Ouais. effet, et chaque année, par exemple l'année dernière, on a eu 4000 dossiers analysés, 4000 organisations Ah oui, c'est analysées, énorme, ouais. on a sélectionné 5. Il y a des actions concrètes, du coup, comme par exemple avec Prerana, pour les enfants nés de la La prostitution. organisation en Inde, exactement. Ouais. Donc en fait, ces 29 organisations sont en Inde, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Est, et permettent très concrètement à toi en tant qu'individu, et dans l'entreprise aussi, avoir un impact sur la vie de ces défavorisés. Entre nous, on travaille sur la jeunesse et l'enfance, entre 0 et 25 ans. Donc vous êtes né dans un milieu plutôt aisé, favorisé, mais vous aviez une maman qui déjà aidait beaucoup vos camarades de classe qui étaient un peu plus défavorisés. Bah, c'est vrai qu'on est aussi la conséquence de son enfance. Ouais. Moi, j'avais un papa entrepreneur et puis une maman qui était terriblement Dans le don. dans le don, dans le partage, dans l'aide en fait. Et c'était pas forcément le don parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens de faire le don, mais en tout cas c'était le don de soi, hein, ça c'est Ouais. sûr. Donc l'idée en fait c'était au final d'acquérir un certain pouvoir en développant des entreprises qui fonctionnent dans un premier temps pour après pouvoir redonner, c'était ça. En fait le principe c'était pas d'en faire plusieurs, c'était d'en faire Ouais. une au départ, et sauf qu'une m'a amené une seconde et puis ça a été plus compliqué que prévu et que c'était surtout plus long que prévu. Et en effet l'objectif c'était de pouvoir avoir les moyens de mes ambitions. Mes moyens d'ambition c'était la première chose de dire il faut que j'ai les moyens, il faut que j'ai les moyens de choisir ce que je veux faire après. Et j'étais tellement innocent et un petit peu naïf en disant que ça doit être faisable. Et quand je regardais mes qualités, je me rendais compte que une chose qui était faisable, c'était l'entrepreneuriat. Puis l'entrepreneuriat, quand tu as 17 ans, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Matheux, la force de conviction. Ouais, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour réussir? Je pense que une entreprise, c'est à peu près toujours les mêmes critères. En Ouais. tout cas, moi, ce que j'ai vu à mon niveau, il faut avoir un bon produit. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut toujours bien comprendre ce que le marché veut. Donc tu peux développer un produit qui est magnifique, qui est beau, mais s'il n'y a pas de marché, ça ne marche pas vraiment. Deuxièmement, une belle équipe. Donc une équipe qui va qui va complémenter ce que tu sais pas faire en fait, et qui vont pouvoir t'accompagner sur ces sujets. Le troisième, c'est quelque chose sur laquelle tu n'as pas la main. Troisième, c'est le La timing. chance. Et ouais, donc le timing, c'est la chance. C'est que je ne sais pas si je monte ce projet-là, si le monde va être là, prêt au bon moment. Il faut arriver un petit peu avant l'heure, c'est ce que vous dites. La seconde avant la minute. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que des entreprises vont disparaître pour des raisons sociales. Si elles ne comprennent pas et si elles continuent à fonctionner dans un ancien monde, de plus en plus de gens comme toi, comme moi, vont dire c'est fini, j'achète plus tes produits. Et on voit des marques comme ça dans le monde, des nouvelles banques aux États-Unis, des entreprises sur l'agroalimentaire, dans d'autres pays en Europe, qui le font. Et en fait, on en voit à peu près partout, qui disent moi, je vais te raconter une autre histoire. Alors cette histoire, vous la racontez dans votre livre, qui est paru déjà en France sous le titre de La Révolution du partage, qui paraît au Canada, c'est Donné, et à Londres en même temps. Exactement. Donc j'ai écrit ce bouquin-là justement pour avoir accès à d'autres gens qui disent tiens, mais moi, comment je peux faire? Moi aussi, j'ai envie de faire. Et ce livre, c'est un livre où il y a tout un tas d'exemples. C'est vraiment plutôt un outil pour actionner quelque chose, c'est-à-dire comment je peux faire. Alors quels sont les 3 conseils que vous donnez aux entreprises qui veulent devenir des entreprises sociales? Le premier sujet, c'est de comprendre que ce n'est pas juste une mode. Ça ne passera pas. Et c'est parfois intéressant de voir que les patrons se disent c'est comme autre chose, ça passera. Non, ça ne passera pas. Ouais. C'est parler aux responsables RH qui vont vous dire que c'est un vrai sujet, de plus en plus partagé par de plus en plus de gens. Et donc ça, il faut regarder les solutions. On est dans un monde de solutions, Christelle. Et tu le sais, aujourd'hui, tu ne peux pas juste aller voir les gens en disant juste donnez, ça ne marche pas. Il faut que ça soit toujours adapté à leur modèle. Donc si vous êtes un restaurateur, si vous êtes dans le sport, si vous êtes dans la finance, dans l'assurance, il y aura des modèles qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc le second conseil, c'est acheter ce bouquin-là, parce que vous allez voir dans mon livre, et je rigole à peine, mais en tout cas les solutions existent. Donc surtout, n'essayez pas de réinventer quelque chose. Si ça existe déjà, c'est utile. Et le troisième conseil, s'il y en a un troisième, mais on pourrait peut-être en avoir beaucoup plus que ça, c'est que quand on voit ce conseil-là, c'est qu'il faut que ça devienne de plus en plus naturel. C'est que globalement, souvent on voit des entreprises qui font juste un chèque en disant, et en fait, plus tu l'intégreras, donc essayez de voir de quelle manière ça doit être vraiment intégré. Ça doit être un sentiment d'humanité en fait, c'est revenir au basique. Mais c'est assez basique, ce que tu dis, mais on l'a un peu oublié. Oui, bien sûr. Pendant quelques années, on l'a un peu oublié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est que nous on pense que pour avoir ce succès, parce qu'il faut être clair, une entreprise doit atteindre un succès commercial souvent ou financier pour pouvoir continuer à grandir, et ça on le comprend parfaitement. Nous, ce que nous imaginons, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que ce succès financier sera de plus en plus facilement atteint si tu intègres vraiment
cette partie-là, qui est une partie qui a été abandonnée, oubliée, un peu mise de côté pendant des décennies. Merci beaucoup Alexandre de nous montrer qu'en fait on peut tous mettre un peu de sens dans son travail, enfin même beaucoup de sens, et puis de nous montrer que la réussite ne se calcule pas au nombre de zéros qu'on a sur son compte en banque. Et puis nous on se retrouve très vite. En attendant, restez optimistes. Mon super pouvoir pour sauver le monde serait d'être invisible.